Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une deuxième fois Anthony Frontera, qui était déjà venu une première fois sur le podcast où il vous avait présenté un petit peu son parcours pour ceux qui s'en souviennent. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir sur son dernier séjour en terre kenyane. Voilà, puisqu'Anthony revient tout juste du Kenya, toujours dans sa quête de briser les 29 minutes sur le 10 km. Donc il va nous expliquer un petit peu, comment s'est passé son séjour. Salut Anthony! Salut Enzo, content de te revoir à nouveau en tout cas et voilà, je pense qu'on va bien discuter ouais, sur mon séjour au Kenya que j'ai réalisé au mois d'octobre et au mois de novembre. Donc voilà, un plaisir d'enregistrer le podcast aujourd'hui avec toi. Parfait. Bah, écoute, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté du coup l'invitation. Là, ce que je te propose pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui seraient nouveaux sur le podcast, tu te représentes en quelques mots. Ouais, bah du coup je m'appelle Anthony Frontera, j'ai 31 ans, je vis à côté de Lyon et ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je cours. Et je suis spécialisé plus sur la route, sur le 10 km qui est ma distance de prédilection, on va dire. C'est là où je perfe le plus et c'est la distance où je prends le plus de plaisir aujourd'hui. Et je fais de plus en plus aussi de semi-marathon. J'ai fait un bon chrono sur semi l'année dernière, donc cette année je vais aussi développer le semi pour essayer de perf. Donc voilà. Après j'ai pas encore fait de marathon et pareil, j'ai pas de référence sur 5 km route, mais sur 10 km, mon record c'est 29 minutes et 5 secondes. Donc très proche effectivement de la barrière des 29 que j'espère briser bientôt. Et sur semi-marathon, j'ai couru l'année dernière en 1 4 et 14 secondes. Donc pareil, pas très loin de la barrière des 1h04. Donc c'est aussi l'objectif cette saison. Et voilà. Sinon, je fais un peu de piste aussi pendant la période estivale. J'ai un record en 14-17 sur 5000 et 8-23 sur 3000. Voilà. Ok, parfait, très clair. Bah, écoute, là, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir, ensemble un petit peu sur ton séjour. Donc, tu as effectué un séjour, au Renix Athletic Center, Mm. donc, au Kenya. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi avoir choisi déjà le Kenya et plus particulièrement, ce centre? Ouais, c'est une bonne question. Alors, pourquoi le Kenya? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que bah, le Kenya, c'est quand même un pays mythique pour la course à pied. Voilà, on voit souvent dans les grands championnats ou pendant les JO les athlètes kenyans briller. Et puis, il y a aussi la légende Kipchoge. Donc, forcément, c'est très inspirant. Et puis, il y a le côté des paysans aussi, parce qu'effectivement, il y a Font-Romeu en France, mais bah, c'est quand même moins des paysans. Tu es quand même moins dans enfin le cœur de l'ambiance course à pied à la Kenyan, tout ça. Donc je voulais aussi avoir ce côté des paysans. Et puis mine de rien, ben, j'ai fait mon stage au mois d'octobre et au mois de novembre. Et bah, à Font-Romeu, par exemple, en France, à cette période-là, il fait très froid. C'est Oui. la montagne. Et au Kenya, nous, on avait des très bonnes conditions d'entraînement à ce moment-là de l'année. On avait 20 degrés, 25 degrés. Donc, c'était pas mal. Et puis, vu qu'on est en altitude à 2400 mètres, bah, voilà, c'est 20 degrés, mais t'es juste bien, quoi. T'as pas trop chaud, pas trop froid. Donc, il y avait aussi la question de la météo qui rentrait en compte. Bien sûr, ouais. Et un dernier facteur aussi qui m'a fait choisir le Kenya, c'est que bah effectivement il y a des centres, beaucoup à Iten là où je suis allé, on retrouve beaucoup de centres d'entraînement. Donc voilà, il y a un centre suisse, il y a le Run X Athletic Center qui est plus français, il y a d'autres centres qui sont anglophones, etc. Mais il y a beaucoup de centres là-bas. Et l'avantage d'être dans un centre, c'est que bah, déjà, tu bénéficies d'un effet de groupe, tu as le côté motivationnel d'aller d'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Et je savais qu'il y avait aussi Maxime Lopez, mon ancien coach, qui allait y aller. Il y a Julien aussi, le patron du centre, qui s'entraînait à cette période-là. Donc je savais que j'allais avoir plusieurs personnes avec moi pour m'entraîner, pour passer les séances. Et du coup, ça me rassurait idéalement du fait que c'était mon premier stage. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi le Kenya. Mais après, j'aimerais bien, je pense que je retournerai au Kenya, mais j'aimerais bien aussi tester Font-Romeu, peut-être cet été, j'y réfléchis, ouais.
D'accord, OK, très clair. Et du coup, justement, par rapport à la vie française, qu'est-ce que tu as trouvé comme changement là-bas au Kenya? Notamment plus sur le côté, bah, je dirais presque spirituel, psychologique, hein, la charge externe qui est moindre par rapport à notre société un petit peu plus, Ouais. européenne. Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi, personnellement dans ton évolution sur place? Bah, déjà, ouais, quand tu es comme ça au Kenya dans un centre, on va dire, tu as toutes les conditions pour performer, pour bien t'entraîner. En plus, moi, bah, je travaille, hein, je suis en CDI comme tout le monde, mais vu que je savais que j'allais, être au Kenya, bah, j'ai posé un mois de congé. Je travaillais un petit peu par-ci par-là juste pour dépanner, mes collègues sur certains trucs où ils avaient besoin de moi, mais sinon j'étais vraiment en congé. Donc ça m'enlevait toute la charge mentale, comme tu dis, du travail et mine de rien, comme tu pas chez toi aussi, ben, tout ce que tu dois faire finalement, les tâches quotidiennes, à gérer chez toi, tout ça, t'as pas tout ça non plus. Quand tu es dans un centre, en fait, tu pas grand-chose à penser, c'est juste, bien te reposer, bien t'entraîner, être à l'heure pour les repas parce que c'est pareil, hein, les repas, on a au Runix, tu as une équipe de cuistots kényans qui nous fait à manger. Donc en fait, on a juste à se poser, voilà, sur la chaise et on attend et les repas, ils arrivent, on mange bien. Donc en fait, finalement, toutes les conditions sont réunies pour performer et tu rien à faire à part, vraiment te focus sur l'entraînement et ça, bah, je me rends compte que c'est vraiment, un truc de fou par rapport à quand tu es en France où tu as tout le stress du quotidien, du boulot, ouais, de ton quotidien tout simplement, à gérer en plus de tes entraînements. Tu vois, ça arrive souvent qu'en France, bah, parfois j'ai 2 entraînements dans la journée, bah, suffit qu'il y ait un souci au travail ou que j'ai un souci personnel, bah, il y a vite un entraînement qui peut sauter parce que mine de rien, je suis 8 heures par jour au travail. Donc, ça laisse peu de place aux entraînements Ouais, c'est finalement. clair. Tu dois aussi te faire à manger, faire les tâches ménagères, tout Mmh. ça, tout ça. Donc, ouais, c'est totalement différent et tu es vraiment dans une bulle où tu as juste, à penser à l'entraînement. Donc ça, c'est incroyable, ouais. OK, ouais. Ouais, donc cette liberté un peu de l'esprit, t'a permis peut-être de mieux récupérer, de mieux enchaîner les séances, à Mmh. chaque fois, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est ça, ça t'enlève une grosse charge mentale. Alors après, au niveau du sommeil ou vraiment des siestes, tout ça, pour moi, ça a pas changé grand-chose parce que je fais pas de sieste, j'arrive pas à dormir la journée, je fais pas vraiment de sieste. Donc que ce soit en France ou au Kenya, j'ai pas fait de sieste et la nuit, pareil, je suis quelqu'un qui dort peu, on va dire, 6-7 heures de sommeil, ça me suffit. J'ai toujours été comme ça. Donc au Kenya, je dormais pas forcément plus qu'en France. Donc au niveau, on va dire du repos, proprement parlé, ça a pas changé grand-chose. Mais c'est surtout la charge psychologique et la charge mentale qui est complètement différente, de la France, quoi. Je me rends compte que quand tu pas de «travail» entre guillemets, bah, ça change tout. Ouais. Ouais, ouais, très clair. Non, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, hein, mais tu n'es pas du coup, professionnel. Ça, c'est Non. très, très important de le rappeler sur le podcast. Ouais. Et évoluer à ce niveau-là, sur des chronos comme ça, en ayant un boulot à côté qui est quand même assez prenant, hein, p presque, bah, une journée complète en fait, hein, de travail. Donc ça, effectivement, j'imagine que ça a été un avantage, considérable. Mmh. Là, ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu plus sur, l'aspect, acclimatation à l'altitude, Ouais. savoir un petit peu comment tu as géré tout ça. Mmh. Et puis comme tu expliquais un peu en off, tu étais très bien accompagné puisque tu étais avec Julien et Maxime qui Mmh. connaissent très bien la stratégie, hein, d'entraînement, au Kenya. Et du coup, comment tu as adopté, ta stratégie sur l'altitude et quels conseils ils t'ont donné sur place? Alors ouais, par rapport à l'acclimatation, bah, pour ceux qui savent pas déjà ce que c'est l'acclimatation, en fait, quand tu passes, du niveau de la mer comme nous, moi je partais de Lyon, donc on est à 200 mètres d'altitude, même pas, et que tu passes de 200 mètres d'altitude à 2400 mètres au Kenya, bah, ça fait un gros gap et du coup le corps, bah, il sait pas trop ce qui se passe. Donc en fait, il faut respecter ce qu'on appelle, ouais, la phase d'acclimatation pour, habituer son corps à la haute altitude et durant cette phase d'acclimatation, en général, il faut que ça dure entre 4-5 jours jusqu'à 7-8 jours. Ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui vont
être acclimatés beaucoup plus vite. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus de jours. Et c'est vrai que moi, bah, je savais déjà, hein, je m'étais renseigné là-dessus, puis que ouais, j'étais bien entouré, hein, donc je savais déjà qu'il y avait cette phase d'acclimatation à respecter, qu'il fallait que je fasse attention. Ça veut dire que ce qu'il faut faire en fait pendant cette phase d'acclimatation, c'est vraiment écouter ses sensations, je trouve. Pas aller trop vite, faire que des footings, pas trop longs au début et éviter de faire des séances intenses dès le début. Donc vraiment laisser le temps à son corps de s'habituer. Donc c'est ce que j'ai fait, en arrivant à Nairobi, c'était la première étape, on était un peu plus bas, je crois qu'on était à 1 600 mètres. Donc j'ai commencé à faire un premier footing à Nairobi, 10-12 kilomètres, dans les, 4:40-4:50 OK. et là, j'ai traqué mon cardio. Ce qui peut être bien aussi quand on va en altitude, c'est de traquer son cardio Oui. parce qu'on remarque qu'en altitude, le cardio est un peu plus élevé et j'ai tout de suite vu que sur, des allures à 4:40, 4:50 qui sont des allures assez cool pour moi, des allures footing, en France où finalement j'ai un cardio peut-être qui est autour des, 110-120 BPM, sur ces allures-là. Bah, là, j'étais plus en 135-140 donc j'avais vraiment une augmentation de ma FC, sur un effort qui est similaire en France. Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, là, vraiment mon corps, on voit qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose» et c'est là où justement, en traquant ma FC, j'ai réussi à aussi, bien gérer mon acclimatation. Donc voilà, j'ai vu que sur les premiers jours, ma FC était, plus élevée, mais c'est normal et au fur et à mesure des jours, après quand je suis arrivé à Iten, bah, j'ai continué à faire des footings. Au début, je faisais pas trop de doubles ou quand je faisais des doubles, c'était, 8 et 10 kilomètres, voilà, j'essayais de pas trop de faire de grosses doubles OK. et j'ai continué les footings. Moi, je me suis fixé une phase d'acclimatation de 7 jours pour être vraiment safe, étant donné que c'était aussi mon premier stage, je savais pas comment mon corps allait, Ouais. réagir. Donc je me suis dit: «OK, je prends large, je prends 7 jours». En plus, il y a aussi un autre facteur qui est rentré en compte, c'est le fait que moi, je restais 5 semaines en altitude et c'est vrai que j'ai vu des gens passer au centre qui venaient pour 2 semaines, 2 semaines et demie et en fait, ces gens-là, vu qu'ils viennent pour, une période courte, bah, dans leur tête, ils vont se dire: «Bah, je vais un peu, shooter l'acclimatation parce que si je commence à faire 7 jours d'acclimatation et que je reste 2 semaines, bah, au final, je m'entraîne quand?» tu vois? Ouais, c'est là Donc qu'il y a un piège du coup, ouais, donc en fait, c'est pour ça que moi, je pense pour les prochaines fois, enfin, pour mes prochains stages en altitude, je resterai toujours au minimum sur 3 semaines, 4 semaines. oui, Parce que voilà, après je suis conscient qu'il y en a qui peuvent pas poser, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de congé. Mais, c'est vrai que quand tu restes 2 semaines en altitude, il y a beaucoup moins d'intérêt et en général, les gens qui restent 2 semaines en altitude, bah, ils font pas d'acclimatation et c'est là où tu peux prendre des risques. ouais, Donc moi, j'ai vu beaucoup de gens faire ça et moi, vu que j'avais le temps, parce que je restais 5 semaines, je me suis dit: «No stress». Ma première semaine, acclimatation tranquille et finalement, bah, au fur et à mesure des jours, des footings, mon cardio baissait. Je crois, à J+5, j'ai fait un premier footing actif où j'ai fait, une vingtaine de kilomètres dans les 3 minutes 50, un truc comme ça OK, et ça s'est bien passé donc c'était cool et 2 jours après, bah, j'ai fait ma première séance, sur piste où j'avais, 20 fois 400 et bah, j'ai passé la séance, tout s'est bien passé et là, j'ai su que j'étais bien acclimaté donc c'était parti, quoi. Donc voilà un peu comment j'ai géré le truc, au niveau de l'acclimatation. OK, super intéressant et justement tu parlais, que tu t'es basé vraiment sur la FC et à partir de quand, tu t'es dit: «Ça y est, je peux, mon cardio est OK»? C'est-à-dire que tu es revenu dans des pulses similaires ou tu avais quand même un différentiel, j'imagine, avec la plaine? Donc on parle peut-être de 20-30 BPM, tu expliquais au départ. Est-ce que cette amplitude s'est réduit ou pas forcément? Ouais, ouais, ça s'est réduit mais tu es toujours un peu plus élevé quand même en altitude, du fait que, bah, tu as moins d'oxygène. Ton corps, il a moins d'oxygène donc forcément, tu puisses plus et ton cardio est forcément plus élevé. Mais après, oui, ça s'est plutôt stabilisé entre 5 et 10 BPM de plus, alors qu'au début, j'étais facile, ouais, entre 20 et 25 de plus. Donc voilà. Après, je me prenais pas trop la tête sur le cardio à la suite du stage. Je contrôlais, mais c'était vraiment les 7 premiers jours où j'ai contrôlé et oui, ça baissait, de jour en jour, ça baissait un peu plus jusqu'à ce que ça se stabilise, à peu près. Mais après, il faut aussi faire attention
ou à pas non plus trop se prendre la tête avec le cardio Oui, parce que, quand tu fais un stage aussi en altitude, bah, au fur et à mesure de ton stage, tu vas générer de la fatigue forcément et plus tu es fatigué, plus ton cardio va monter aussi. Donc je pense l'AFC, tu as l'altitude qui la fait monter, mais tu as aussi d'autres facteurs qui peut bien la faire sûr. monter. Donc il faut contrôler, mais pas non plus trop se dire, pas non plus pardon, trop se prendre la tête à ce niveau-là, mais voilà. Après moi, je suis pas non plus quelqu'un qui est trop, accro aux data. Je sais qu'il y a beaucoup il y a des profils de coureurs qui contrôlent tout, qui Oui. moi, je suis pas trop dans ce truc-là, mais c'est vrai que pendant l'acclimatation, j'essayais de faire attention, au cardio, ouais. OK, Mmh. bah, justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as d'autres variables, par exemple, plus ton ressenti, tes sensations, peut-être tes allures? Tu t'es basé, j'imagine, sur plusieurs variables pour, estimer ton état de forme et ne pas basculer dans le surentraînement? C'est justement le sujet que j'allais aborder avec toi. C'est-à-dire que comment tu as géré ta montée en charge et à quel moment tu t'es dit: «Là, je vais placer la séance clé, là, je vais assimiler». Est-ce que tu as été guidé sur place ou tu avais ta trame un petit peu toi avant de partir, les séances que Mmh. tu aurais aimé passer ou tu t'es adapté sur place? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, par rapport à mon plan d'entraînement, pendant ce stage, bah, il faut savoir que j'avais plus de coach parce que voilà, Maxime a arrêté de me coacher, en septembre. Donc moi, je suis parti au Kenya, fin octobre. Donc D'accord. à ce moment-là, j'avais plus trop de coach. J'étais un peu suivi par le coach de mon club d'athlé, mais voilà, un peu de loin et en fait, j'aurais pu avoir un plan, mais voilà, je sais que j'allais au Kenya et que j'allais m'entraîner aussi avec Maxime et Julien qui sont des coureurs, où on a un peu le même niveau. Oui, Donc puis il y avait aussi d'autres coureurs du camp avec qui on a pu s'entraîner. Donc en fait, moi je trouvais ça bête de d'aller au Kenya pour mon premier stage d'entraînement avec un plan et dire aux autres: «Bah voilà, j'ai mon plan les gars, je m'entraîne pas avec vous», enfin, ouais, je voilà, je comprends. trouvais ça un peu bête de passer à côté du groupe, tout ça, juste pour suivre mon plan. Après, peut-être que en suivant aussi le groupe, j'ai peut-être fait une erreur parce que, bah, finalement, si on prend du recul, j'ai plus fait, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai plus fait une prépa de marathonien parce que, bah, j'ai pas mal suivi les séances de Maxime, qui en plus fait 2:12, à Valencia. Donc voilà, sur les séances, j'étais souvent avec Maxime et Julien et j'ai fait quasiment, le même plan que Max à quelques petits détails près. Mais heu, mais ouais, du coup, si on revient sur mon entraînement, la montée en charge, bah, moi, je voulais faire un pic à 200 kilomètres. Bah, voilà, pour ceux qui me connaissent, cette année, j'ai fait 7000 kilomètres, donc je suis un profil qui borne beaucoup. Donc déjà en France, ça m'arrive de faire des semaines à 150, 160, 170. Donc là, je me suis dit: «Au Kenya, je vais avoir plus de temps, je vais avoir plus de temps pour récupérer, moins de charge mentale», comme je disais. Donc je me disais: «C'était la bonne occasion de voir, pour monter Jusqu'où, un peu ouais. plus, sans forcément faire le débile ou quoi, mais vraiment essayer de monter dans les 200 et voir, comment je me sens». Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé, j'ai fait une première semaine d'acclimatation dans les 165, sachant que j'avais le vol et tout, donc j'ai pas pu, trop doubler. Puis c'était l'acclimatation, donc je pense que ça suffisait largement. Après la deuxième semaine, je montais, progressivement de 10 à 15 kilomètres par semaine. Donc voilà, j'ai dû faire 165, 180, 195. Après, j'ai fait ma semaine, la plus haute à 205 et la dernière semaine, je crois que j'étais dans les 170, un truc comme ça et après je suis rentré, donc ça fait des bonnes semaines et après au niveau de la planification, bah, en général, on avait, 2 entraînements par semaine minimum. Donc, OK, un entraînement plutôt piste avec, des distances plus courtes. On a fait 20 fois 400, on a fait 15 fois 600, on a fait des 800, on a fait 15 fois 1000 aussi. Ça, c'est un peu les entraînements qu'on a fait sur piste. ouais. Donc, que voilà, tu vois, des 15 fois 1000, des 20 fois 400, enfin, c'est plus des trucs, marathon, quoi, on va dire Oui, 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 beaucoup de et volume en contrôle du coup c'est ça, peut-être, ouais. ouais, plus contrôlé, voilà, exactement et après on faisait aussi, j'ai aussi fait des séances, fartlek, hors stade. Ouais, Voilà, où j'ai fait une sortie longue avec Max où j'ai couru 30 kilomètres. Donc voilà, quand tu prépares un 10, tu cours pas forcément 30 kilomètres. Mais dans l'euphorie du truc et tout, je voulais vraiment le faire. En plus, j'avais jamais couru 30 kills. Donc tu vois, je crois que j'ai fait 6 fois 3000 avec Maxime. Au final, ça m'a amené ouais, à ça 30 fait kilomètres. Tu vois, c'est plus, des trucs de marathonien.
Ça fait des grosses séances, ouais. Mais voilà, donc voilà un peu comment j'ai géré ça. J'ai vraiment fait confiance à Maxime et à Julien et ça m'a aussi rassuré pour mon premier stage en altitude. Donc peut-être que pour mes prochains, je verrai pour, plus être dans mes Plus de objectifs spécificité, et plus faire un truc, SP10 si je prépare un 10 parce que c'était vraiment, vraiment ce que je préparais. Donc voilà et puis après le reste du temps, c'était, des footings, hein. Voilà, des footings, beaucoup de doubles aussi, j'ai doublé quasiment tous les jours, peut-être, 3-4 jours où j'ai pas doublé, sinon tout OK. le reste, je doublais, matin et soir et voilà, voilà, c'est comment un peu j'ai géré mon entraînement là-bas. Donc non, je suis arrivé sans plan, sans coach, en Ouais. roue libre et j'ai un peu suivi le groupe et un peu suivi Max qui était finalement aussi mon ancien coach. Donc voilà, on se Oui. connaissait bien, donc je l'ai suivi, même si je savais, hein, j'étais conscient qu'il préparait Valencia, donc voilà et voilà, voilà comment ça s'est passé. OK, ah ouais, c'est vachement intéressant et du coup, ça te donne des billes, bah, pour la prochaine fois et par rapport à ce que tu faisais avant justement pour du spécifique 10 kilomètres, quelles ont été un petit peu les différences? Est-ce que ça s'est fait plus justement dans la gestion des intensités ou en ayant fait plus de volume que d'habitude? Bah, après, je t'avoue, j'ai dû faire, si j'ai pas fait que des séances marathon, hein. J'ai dû faire quand même 3 ou 4 spé-10 Ouais, sur, je dirais, j'ai peut-être fait, je sais pas moi, entre, 12 et 16 séances pendant le stage et sur toutes ces séances, j'ai quand même fait, je dirais 3-4 spé-10. Bon, au final, c'est pas énorme, mais j'en ai quand même fait des spé-10. Mais après, encore une fois, vu que c'était mon premier stage, sur les séances, intenses, je savais pas trop comment j'allais réagir, si j'allais pouvoir tenir les mêmes allures et tout. Bon, après en altitude, c'est pareil, il y a, un principe de base, c'est, quand tu es en altitude, à plus de 2 000 mètres par exemple, bah, il faut pas se prendre la tête sur les allures. Tu vois, par exemple, moi, mon allure 10, je dirais, c'est entre 2,55 et 3 au kill, grosse, fourchette. Et bah, quand je faisais de l'allure 10, au Kenya, je me disais: C'est plus entre 3 et ouais, 3,05». c'est plus 10-12 Voilà, il faut secondes, rajouter, entre 5 et 10 secondes par rapport aux allures que tu fais, en France. Ça, c'est important aussi parce que si tu arrives au Kenya et que tu te dis: «Je suis à 2 000 mètres d'altitude», et que j'essaye de faire les mêmes allures que tu fais en France, bah, pour moi, c'est une erreur. Donc courir plus lentement, en altitude, c'est normal et il faut ouais, pas s'inquiéter, pour ça, quoi. Donc ça, j'étais bien conscient et oui, on allait forcément, enfin, j'allais forcément moins vite, mais j'arrivais quand même à tenir des bonnes allures et vraiment, comme je te dis, j'ai bien été acclimaté et tout le stage s'est bien passé. Donc après, au niveau du ressenti des séances, c'était plutôt bien et les spé-10, je me rappelle, j'ai fait un fartlek un peu plus, spé-10 où j'ai passé des allures autour des 3,10, 3,5 sur des 1000, des 2000 ouais. et ça s'est bien passé. Même la 15 fois 1000, c'était en toute fin de stage, c'était une de mes dernières séances, une énorme séance avec Maxime et Julien, qu'on a fait à Eldoret à 2100 mètres d'altitude à 3. Donc on a fait 15 fois 1000 avec 2 minutes de récup, donc récup assez généreuse entre les 1000 mais 15 quand même à 2100 mètres. Ouais, ça Et on pique. a commencé dans les 3,10 et moi j'ai fait mon dernier 1000 en 2,53 je crois. Donc voilà, c'est vraiment et les 5 derniers 1000 on était en dessous des 3 au kill. Donc là, c'est là où ça prouve que j'étais vraiment en forme à la fin du stage et qu'au final, j'avais bien enfin je commençais à vraiment bien être acclimaté et quand tu es bien acclimaté, après tu peux de plus en plus te rapprocher de tes vraies allures en France, mais pas aller trop vite et si tu es à 5 ou 10 secondes, pas trop se prendre la tête avec ça parce que c'est normal, Oui, 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 il y a quand même l'altitude. Après, je pense vraiment que, l enfin, comme pour plein de choses en course à pied, ça dépend vraiment de chacun, tu vois? du profil, De quoi. la génétique, de plein de choses. Tu en as, ils vont enfin, tu vois, il y a des gars au centre, ils tombaient beaucoup malades, ou ils étaient très fatigués. Il y en a certains qui sont passés 2 jours au lit, parce qu'ils étaient très fatigués et moi, ça allait, tu vois? Donc c'est pour ça, j'en profitais et les allures, je faisais plus, au ressenti, à la sensation, j'ai toujours été un coureur, qui a beaucoup marché à la sensation, Oui, c'est toujours depuis mes débuts et j'ai jamais trop été data, à trop regarder et tout. C'est vraiment, si, je me sens bien, tant mieux, je fais ma séance. Si je suis 5 secondes de plus que ce que mon coach avait prévu,
bah, c'est pas la C'est fin pas du grave, ouais. monde, ça ira mieux demain, tu vois? Donc voilà, ouais, OK. je prenais pas mal de recul, par rapport à ça. OK, super intéressant. Du coup, si tu avais un conseil à donner, ce serait peut-être plus du coup, si j'ai bien compris, de capitaliser plus sur, du volume, mais à intensité, Mmh. plutôt, modérée et contrôlée, que de faire trop d'intensité au Kenya? Ouais, 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 vraiment, comme tu dis, c'est vraiment pas déconnant ce que tu dis. Je pense que, au Kenya, ouais, il vaut mieux, ouais, faire plus des séances en contrôle Ouais, et en profiter qu'on est en stage, qu'on a plus de temps pour rajouter du volume. Parce que, bah, il y en a beaucoup, tu vois, qui couraient, quand tu discutes avec les autres stagiaires, il y en a beaucoup qui moi, je suis un gros burner, que ce soit en France ou au Kenya, ça a pas trop changé. J'ai dû augmenter mon volume de 10 à 20 au Kenya, ce qui est pas énorme, mais il y en a, ils couraient 50 kilomètres en France et ils passaient à 120, 130, 150 au Kenya. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que normalement, il faut respecter, justement la règle pareil des 10 à 20 de volume. Si par exemple en France, tu es en moyenne toute l'année, je sais pas moi, enfin ou pendant tes prépas plutôt, tu es en moyenne à, 50 kilomètres. Bah, si tu passes de 50 kilomètres à 150-160 en altitude, forcément ça va pas le faire. ouais, c'est Donc clair. voilà, donc si tu es à 50 kilomètres, tu peux peut-être piquer à 100-110 à la limite et après rebaisser progressivement et monter progressivement, mais pas faire le bourrin quoi. Donc faut quand même faire attention à ça. Mais oui, moi, je dirais, enfin, si je devais donner un conseil, ouais, ce serait plus, être en contrôle sur les séances, plutôt être sur ses allures de course sur les séances et faire attention à la VMA quand même en altitude Ouais, et plus essayer, de rajouter des footings et du rajouter un peu volume, de volume, ouais. en profiter qu'on est dans un cadre où on peut plus facilement courir, sans travail, tout ça, pour ajouter un peu de volume, ouais, en étant bien sûr, raisonnable. OK, super intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur un peu la gestion de ton entraînement, sur place. Donc tu avais choisi de capitaliser plutôt sur, du volume en contrôle. On verra si ça va s'avérer payant, hein, dans les semaines à venir avec ta prochaine compétition. On en reparlera tout à l'heure. Là, ce que je te propose, c'est plus de revenir un petit peu sur, la vie au centre, savoir un petit peu comment ça s'organise et pourquoi t'être tourné, de manière prioritaire vers le Renix Athletic Center? Savoir un petit peu, voilà, les installations et cetera. Ouais, bah, le Runix, pourquoi j'ai choisi le Runix, c'est, bah, tout simplement déjà parce que c'est un camp, qui est français, hein. C'est tenu par Julien Rank, bah, qui est un ancien athlète international français. Donc, déjà, c'est rassurant de se dire que tu vas dans un pays en Afrique, loin de la France. Donc, c'est déjà rassurant de se dire, ouais, je vais être dans un camp, francophone où il y aura beaucoup de Français. C'est, un peu moins, dépaysant, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà. Après le camp, franchement, il est top. Moi, je le recommanderais à n'importe qui. Hem, En fait, comment ça se passe? C'est pour moi, c'est un petit peu comme un ça me faisait penser un petit peu aux vacances au camping, quand j'étais plus jeune, quand j'allais avec mes parents au camping, dans le sens où finalement, c'est un camp fermé, et tu dois avoir, une vingtaine ou une trentaine de petites maisonnettes et dans ces petites maisonnettes, bah, voilà, il y a des lits, en général, il y a 2 ou 3 chambres en fonction des maisons. Il y a une salle de bain et voilà, il y a juste le nécessaire quoi pour vivre, pour se laver, pour dormir et après pour tout ce qui est repas, bah, là, il y a, un espace de vie, commun, où, il y a une cuisine, il y a une équipe de cuisiniers, kényans, qui nous font à manger donc en général, on a 4 repas par jour, donc le petit déjeuner, le repas du midi, la collation à 16 heures OK. et le repas du soir. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon apport aussi en calories, en Ouais. énergie. On avait souvent du rab au repas, donc ça c'est cool parce qu'en fonction de la faim de chacun, et puis des entraînements de chacun aussi, ça permet de pas trop perdre de poids parce que ça peut être compliqué, à gérer ça aussi. Oui. Donc voilà, en tout cas au niveau de la restauration des repas, c'était top. On avait, un peu de repas kényans, vu que c'est des cuisiniers kényans, on mangeait pas mal de chapati, des plats traditionnels, kényans, donc ça nous permet aussi de découvrir, d'autres saveurs et de profiter de la cuisine kényane. Mais on avait aussi des plats, classiques, qu'on a en France,
Bah, par exemple, des pâtes, des choses comme ça, finalement que tu manges en France, donc des Ouais, plats plus européens. Donc c'est un peu un mix des 2, donc c'est vraiment bien et hem et voilà, sinon après la vie au camp, bah, quand je suis arrivé, c'était fin octobre, donc c'est une période où il y a une forte affluence au camp. OK. Donc le camp, il était full, il était rempli, on était, je crois, une quarantaine d'athlètes, donc ça fait quand même du monde. Donc c'est et au fur et à mesure finalement du stage, plus le mois de novembre approchait, décembre, moins il y avait de monde. Tu avais de plus en plus de gens qui partaient et moins qui arrivaient et c'est pas plus mal parce que, bah, au début, quand il y a du monde, bah, forcément, plus tu as de monde, plus tu as de bruit, plus tu as d'agitation, donc ça fait une bonne ambiance. Mais parfois, après, plus tu avances dans ton stage, plus tu es fatigué et parfois tu supportes moins, voilà, les gens qui font du bruit, tout ça. Enfin, tu supportes un peu moins ça avec la fatigue aussi. Tu as besoin de plus de calme, enfin, en tout cas pour moi, hein. Ouais. Donc voilà, c'était pas plus mal. Mais au début, c'est vrai qu'on était 40, il y avait vraiment une bonne ambiance. Parfois, on faisait des karaokés le soir, enfin, on rigolait bien. Il y avait toujours des jeux le soir, des choses comme ça. Donc au niveau de l'ambiance, c'était top aussi. OK, ouais. Mais voilà, ça permet de vraiment de vivre aussi le truc, de rencontrer des belles personnes, d'être entre passionnés, tout ça. Donc ça, c'est un grand avantage à être dans un camp, versus, si tu es tout seul dans un Oui, ça appartement ou à permet 2 dans un vraiment, appartement, donc voilà. Après sinon au camp, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en comme service? Bah, tu as, les lessives, donc c'est un truc que tu as pas à gérer. ouais, Donc ils te font les lessives 3 fois par semaine, donc ça c'est bien, voilà, tu as juste à donner tes affaires et ils lavent tout. Tu as aussi des massages, bon ça c'est, des en coût supplémentaire, mais tu as des masseurs qui peuvent, te masser pour, bien récupérer. Tu as une salle de sport aussi, avec tapis, accessoires pour s'étirer, pour faire de la muscu, et cetera. Donc, non franchement, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai manqué de rien, là-bas, donc, ouais, moi je recommanderais le Renix, à n'importe qui, voilà. OK, OK, bah, je te remercie beaucoup et du coup, pour réserver, comment ça se passe à peu près au niveau il faut s'y prendre, j'imagine un peu à l'avance ou comment ça se passe pour? Ouais, c'est ça, faut essayer de s'y prendre à l'avance, donc je sais que c'est pas forcément facile, mais, voilà, ça dépend de la période où tu y vas. Il y a des comme je te dis, il y a des périodes où il y a une forte affluence et dans ce cas-là, c'est sûr, il faut réserver à l'avance. Par exemple, bah, la période octobre-novembre, là où j'y étais, il y a beaucoup de monde, donc moi, je vais essayer de réserver rapidement là pour l'année prochaine, peut-être, avant le mois de mars, pour être sûr d'avoir ma place. Parce que en fait, c'est la période avant le marathon de Valencia et en fait, à ce moment-là, bah, les 3 quarts des gens, ils préparaient tous le marathon de Valencia. Oui, donc ouais. Donc voilà, vu que c'est un gros marathon, forcément le centre est prisé à ce moment-là et après si tu y vas, plus, en ce moment par exemple pendant les fêtes, bah, il y a moins de monde, tu as aussi un peu moins de monde en avril et l'été, donc tu peux avoir des tarifs préférentiels grâce à ça et tu es sûr d'avoir ta place. Mais ouais, si je dirais si tu y vas dans des périodes où il y a des grosses courses, ou potentiellement une grosse affluence, il faut quand même s'y prendre à l'avance, ouais. OK, ça marche. Bah, écoute, je mettrai le lien du coup Ouais. du En plus, site. il y a 5 avec, si vous venez de ma part, il y a 5 avec OK. Julien, on a mis un petit truc en place et ouais, Bon, bah, je si mettrai ça en vous description, ouais. venez de ma part, faut dire, que vous venez de ma part dans les commentaires spéciaux et un petit 5 sur le stage, c'est toujours ça de prix, quoi. Parfait. Bah, n'hésitez pas à vous rendre en description du coup, puis à réserver votre séjour. Bah, écoute, là, ce que je te propose, c'est qu'on revienne justement un peu plus, en détail sur, l'aspect nutrition, l'aspect complément, Mmh, un peu alimentaire. ouais, Parce que j'imagine que, j'ai vu notamment un Maxime Lopez qui en parlait beaucoup, que très souvent, on va avoir besoin d'un apport calorique, supérieur en altitude et notamment aussi, il va falloir bien gérer les carences en fer. Donc comment tu as géré un peu ta nutrition sur place par mmh. rapport à la nutrition que tu employais plus dans ta vie quotidienne, ici? Ouais, bonne question. Alors déjà par rapport au fer, comme tu le dis, tu as bien fait d'en parler parce que le fer effectivement c'est c'est la chose la plus importante à vérifier en altitude.
parce qu'on peut vite, être carencé. Donc moi personnellement, ce que je recommande et ce que j'ai fait aussi, c'est de faire une prise de sang avant le stage et contrôler, la ferritine, ça s'appelle. Donc ça permet de voir justement, comment on est, en taux de fer et de savoir si on doit se supplémenter avant le stage, pendant le stage et après le stage, ou finalement si on a juste besoin de se supplémenter pendant le stage pour maintenir un peu ses niveaux en fonction de son taux. Donc, par exemple, si on a un taux de fer qui est assez faible avant le stage, bah, il faut peut-être, penser, 2 semaines avant le stage de se supplémenter, commencer à se supplémenter pour remonter les taux de fer. En altitude, augmenter un peu plus la dose encore et voilà, je crois que justement j'en avais parlé avec Maxime de ça. Lui a beaucoup étudié le sujet et quand on est en altitude justement, il faut pas hésiter à prendre entre facile 100 et 200 milligrammes, si je dis pas de bêtises, de fer par jour. Donc ça fait quand même des gros apports, mais c'est ce qu'il faut Ouais, enfin c'est ce qui en est ressorti des études scientifiques, quand on s'entraîne, pendant un stage, en altitude. OK, Donc voilà. Et moi, comment j'ai fait pour le faire? Bah, effectivement, j'ai fait une prise de sang, mes taux étaient bons, ouais, donc je me suis pas supplémenté avant. tu as stabilisé juste pendant le Voilà, séjour. c'est ça. Pendant le séjour, en plus, pour la petite anecdote, j'avais oublié mon fer NutriPure, mon super fer NutriPure. Je l'avais oublié à la maison et du coup, bah, j'ai dû acheter du fer, sur place au Kenya dans une pharmacie, donc je savais pas trop la qualité du fer. Parce que je sais que, voilà, la qualité du fer NutriPure, c'est top. Mais, là, au Kenya, voilà, j'ai acheté un truc, je savais pas trop la qualité, mais bon, je l'ai pris et ça s'est bien passé. J'ai pas eu de carence en fer ou quoi, donc ça va. Mais ouais, le fer, c'est vraiment important de contrôler ça, donc le mieux vraiment, c'est de faire une prise de sang, faire un bilan sanguin à 2 semaines de ton stage. Comme ça, tu es sûr, de pas être carencé en que ce soit en fer ou autre chose et si c'est le cas, si tu as une petite carence, bah, tu as 2 semaines, pour, justement essayer de la combler et commencer à te supplémenter. OK. Voilà et après par rapport à la nutrition, ouais, bah, par rapport à la nutrition, forcément ton total calorique journalier, il va augmenter Et oui, parce le que, bah, déjà, métabolisme, il va ton métabolisme, travaille plus parce que déjà, bah, quand tu es dans un camp d'entraînement, forcément, tu vas forcément plus t'entraîner que quand tu es chez toi, c'est logique. Donc, qui dit plus d'entraînement dit que tu brûles plus de calories et en plus avec le facteur d'altitude, ça ton corps travaille plus, tu as moins d'oxygène, donc tu brûles aussi plus de calories, ouais, avec l'altitude. Donc moi, je pense que j'estimerais, ma dépense calorique quand j'étais là-bas entre, grosse maille 3 000 et 4 000 calories sur les grosses journées. Donc voilà, 4 000 il calories, faut les c'est rentrer, hein, énorme. faut les rentrer. Faut les rentrer, je pense que j'ai pas réussi à maintenir, mon total calorique, tout le long du stage et j'ai Ouais, ouais. perdu un peu de poids et en plus, ce qui peut être, trompeur, en altitude, c'est que tu fais ce qu'on appelle de la rétention d'eau souvent Oui, et et en plus de ça, moi je buvais énormément, plus qu'en France, parce que voilà, encore une fois, j'y pensais, puis, vu que j'étais en altitude, je voulais tout bien faire donc, ouais, je buvais vraiment énormément. J'allais souvent aux toilettes, c'était tout le temps le pipi blanc, ça c'est bien pour contrôler ouais, si on est bien hydraté et voilà, je buvais énormément et en plus, tu fais de la rétention d'eau donc si tu regardes juste ton apparence moi je me pesais pas parce que j'avais pas forcément envie de me peser, il y en a qui se pesaient, mais j'avais pas forcément envie de me peser puis avec la rétention d'eau, ça peut être faussé c'est faussé, ouais, c'est donc clair. voilà, après on peut commencer à se dire: «Ouais, je prends du poids alors que je suis en On peut altitude» donc moi je psychoter, ouais. voilà, donc moi je préférais pas me peser et c'est pareil quand tu te regardes dans la glace, finalement je me suis pas vu, perdre du poids. Peut-être un peu au niveau du visage, mais moi je me suis pas vraiment vu perdre du poids parce que tu as ce côté rétention d'eau. Mais par contre, quand je suis revenu en France, ouais, j'ai vu que là, j'avais perdu facile 2 kilos, et que j'étais vraiment plus sec Ouais, et ouais, faut quand même faire attention à ça. Mais voilà, c'est dur aussi, moi, je pense en France, je dois manger dans les 3 000 calories par jour. 3 000-3 200, je contrôle pas trop, mais et passer de mine de rien de 3 000-3 200 à 4 000, c'est énorme, ouais. faut les comme tu dis, faut les manger donc ouais, c'est pas facile. Mais voilà, enfin, je me suis pas trop pris la tête à ce niveau-là et j'ai pas fait d'hypoglycémie ou je me suis pas ressenti, en baisse de forme, par rapport à la nutrition donc ça s'est plutôt bien passé aussi, ouais.
OK. Ouais, ouais, bah, c'est un sujet vraiment, je pense fondamental à aborder, hein, ça, la nutrition en altitude. Pareil, j'ai pas mal potassé le sujet. Je me rends compte que, bah, c'est une erreur qui est très, très souvent commise, Mmh, où les gens veulent vraiment, déjà en faire plus, on en a parlé, mais surtout en mangeant peut-être, pas assez et du coup, il y a une perte de poids qui s'installe pendant le ouais. séjour, il y a une fatigue, il y a Mmh. des carences en fer. Ouais, Donc c'est ouais. très bien d'avoir Ouais, abordé ouais. ce Ah non, mais sujet. moi, je prenais tout le temps du rab et tout, j'essayais de manger le maximum possible et je partais pas du principe comme tu dis, je pense qu'il y en a, ils vont en altitude et ils se disent aussi: «Bah, je vais peut-être en Ah profiter, ouais, vu il que je dit: fais «Je vais un être camp». découpé, je vais Ouais, être» voilà, voilà. pour m'affûter, pour perdre du poids, mais moi, justement, ça me faisait un peu peur de trop perdre et du coup, j'essayais de manger au maximum, le plus possible. Quand il y avait du rab, je reprenais, j'avais aussi pris des petites barres NutriPure, du granola et tout et j'essayais de manger entre 2 entraînements quand j'avais des grosses journées. Donc, ouais, ouais, il faut vraiment pas hésiter. De toute façon, quand tu fais un camp d'entraînement et que tu t'entraînes 2 fois par jour, tu vas forcément perdre un peu de poids. Donc, je pense qu'il faut pas trop psychoter à ce niveau-là. OK, OK. Ouais, super important du coup la nutrition, hein, pendant vos séjours en altitude. Là, du coup, justement, ce que je te propose, c'est d'aborder l'après-séjour, Mmh. la fameuse redescente qui est un petit peu, quitte ou double, hein. Souvent, bah, on a peut-être, un peu trop poussé sur place, donc on va se sentir un peu trop fatigué ou c'est tout simplement normal aussi de ressentir des fois de la fatigue ou au contraire un très gros pic de forme et derrière un peu de fatigue. Donc comment toi justement tu as géré cet après-stage et aussi mentalement, c'est super important d'en parler puisqu'on est dans des conditions comme tu l'as dit, hein, des conditions Mmh mh. parfaites où on se met un petit peu dans une bulle de sérénité, on est loin de la charge mentale, des tracas du quotidien et on se retrouve chez soi ensuite avec toutes les responsabilités Ouais, qui c'est ça. arrivent. Donc toi, comment tu as géré un petit peu ce retour à la maison? Ouais, bah, justement, là, c'est un sujet, que j'ai pas trop abordé et qui a été un peu plus difficile pour moi. Donc, moi, je trouve que le stage s'est plutôt bien passé. Après moi, le plan, c'était de courir, à J+15 aux 10 kilomètres, d'hier. Donc, voilà, comme on en discutait en off, quand tu rentres d'altitude, il y a 2 protocoles. Tu peux courir directement, donc, quand je dis directement, c'est tu prends ton vol Ah, et tu arrives, sur place, à l'endroit où tu vas faire ta course peut-être 2, 3 jours ouais, avant sur la et semaine ensuite quoi. tu fais ta course, donc, entre J+2 et J+4. Après, en général, après le 4e jour de redescente d'altitude, du J+4 au J+4, J+5 jusqu'à J+10, J+15, tu peux avoir une baisse de forme parce qu'en fait, ton corps, il va régénérer, ses cellules, tout ça. Enfin, il y a un mécanisme qui se produit, durant cette phase dans ton corps qui peut faire que tu as une baisse de forme, tu as l'impression de pas avancer sur les séances, d'être fatigué, tout ça. Ça, c'est ce que la science en sort. Après, encore une fois, ça dépend de chaque individu, C'est clair. mais c'est ce que la science, en ressort. Et après, à partir de J+12, J+15, là, tu peux à nouveau avoir les bénéfices de l'altitude et caler une compétition. Donc moi, j'avais choisi J+15 aux 10 kilomètres d'hier et voilà, on va en rediscuter, mais bon, finalement, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais. Hem Et puis voilà, déjà, il faut savoir que, voilà, moi, je suis resté 5 semaines Oui. et franchement, à la fin, j'avais vraiment envie de partir. Je commençais vraiment à en avoir marre. Pourquoi? Bah, parce que la vie au Kenya, finalement, Iten, c'est la campagne au Kenya, il y a rien. Et quand tu t'entraînes 2 fois par jour, bah, tu pas la charge mentale du boulot, mais tu as la charge mentale des entraînements et quand tu fais ça pendant 5 semaines, au bout d'un moment, ça devient dur aussi Oui, oui, il faut pas et oublier ça aussi, le changement de et vie moi, qui est ouais, énorme. voilà et moi aussi, bah, tu avais aussi le fait que ma copine qui me manquait, mes chats, machin, puis moi, je suis assez casanier en plus, donc bah, j'aime bien être chez moi et tout ça commençait à vraiment me manquer et j'avais vraiment envie de rentrer, tu vois? La dernière semaine, je commençais même ça jouait sur mon humeur, je pense que les autres stagiaires l'ont vu, mais je commençais à être un peu irritable et tout ça, du fait que, ouais, je voulais rentrer. J'avais toujours envie de courir et tout, mais je voulais vraiment rentrer et heu et ouais, c'était vraiment le moment pour moi de partir, quoi et hem et finalement, quand je suis rentré, bah, c'est bizarre parce que quand j'étais dans l'avion, j'avais envie de rentrer, mais quand je suis rentré chez moi, j'avais aussi un sentiment que ça me manque, en fait et enfin, je sais pas, il s'est passé un truc où tu te dis, j'avais envie de rentrer, j'ai revu ma copine, enfin, j'étais chez moi, j'ai revu mes chats, tout ça, mais d'un autre côté, je me disais: «Putain, ce que j'avais au Kenya, c'était quand même incroyable».
et tu rentres en France, il faisait, 1 degré à Lyon. Comme tu dis, moi je suis rentré le lendemain direct au travail, Ouais, bah, c'est heu normal, c'est un saut entre et 2 ah mondes, ouais et en fait, bah, je suis passé d'un truc où j'avais vraiment envie de rentrer à je suis rentré, j'ai passé une bonne journée le dimanche, et le lundi, bah, c'est retour à la réalité et ça m'a mis, enfin ça m'a vraiment mis mal et il y en a beaucoup qui peuvent croire que justement j'ai annulé ma parce que du coup j'ai annulé ma course à J+15, je reviendrai, sur les raisons, mais il y en a beaucoup qui peuvent croire que c'est à cause, du fait que j'ai trop poussé au Kenya, j'en ai trop fait. Mais non, c'était plus, bah, il y avait un peu une part physique, mais il y avait aussi une grosse part psychologique. Parce que j'ai l'impression qu'après ce stage, bah, j'ai fait, entre guillemets, entre gros guillemets, «une mini déprime», tu vois? Où finalement ce retour à la réalité et ce changement d'ambiance là, ça m'a vraiment psychologiquement, ça m'a fait mal. Et en plus, à côté de ça, il y a eu des événements dans ma vie privée. Ouais, je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a eu des événements ouais, dans ouais, ma vie privée qui ont pas arrangé les qui ont choses. pas arrangé les choses et tout ça a fait que, bah, quand je suis rentré, j'étais vraiment pas dans des conditions pour, faire une compétition et c'était même pas une vraiment je pense que c'était 25 de la fatigue physique et 75 plutôt dans la tête et quand ça va pas dans la tête, bah, forcément, le physique il suit pas. Bah, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ma redescente, moi, vu que j'étais dans ces conditions-là, forcément, oui, j'ai pas fait des grosses semaines. Pour ceux qui me suivent sur Strava, je crois, j'ai dû faire, 80 kilomètres ma semaine où je suis redescendu. Donc pour moi, c'est un très faible volume et la deuxième semaine, j'ai dû faire, 90 ou 100 kilomètres, pas plus et surtout, j'avais pas envie de faire de séances, et je sentais aussi que j'avais le phénomène là, J+5, J+15 qui était là. Donc en plus de on va dire des problèmes psycho un peu, mental que j'ai eu, bah, le physique il Le suivait physique pas aussi, et ouais, ça arrangeait pas le truc bien sûr. et en fait tout ça a fait que, bah, voilà, j'étais pas du tout en confiance pour, ma compétition à J+15 et finalement, bah, je me suis remis à l'évidence. Ça faisait 15 jours que j'avais pas fait de séance, ça allait pas trop dans la tête. Bah, je me suis dit: «Non, il faut pas que j'y aille, quoi. À un moment, je dois l'annuler» et c'est vrai que c'est pas facile de prendre cette décision parce que, bah, tu vois, quand je fais une course, je prévois de faire une vidéo, je prévois plein de Ouais, choses. ouais, Puis j'ai aussi la pression des réseaux, les gens qui me regardent, qui se disent tous: ouais, «Bah, voilà, il est allé au Kenya, maintenant, on faut qu'il perf, faut qu'il fasse sub 29». Mais voilà, ils se rendent pas compte de certaines choses ouais. et Non, mais c'est et c important d'en ouais parler, ouais, c'est super et c'est pour important. ça que je me suis dit: «Je vais pas me forcer à y aller, faire un mauvais chrono et être encore plus, mal». C'est clair. Donc j'ai décidé d'annuler. Au final, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a eu énormément de vent en plus à hier et du coup, les meilleurs ont même pas forcément trop perfé. Bon, bah, tu vois, Donc ouais, et en fait, après, cette course à hier, tu avais la corrida de Houille la semaine suivante et là, j'ai fait aussi encore une fois une erreur dans le sens où quand j'ai annulé ma course à hier, ben, j'ai annulé parce que j'étais pas prêt pour toutes les raisons que j'ai citées et en fait, quand j'ai annulé, j'ai culpabilisé. Forcément. Et tu vas au Kenya, tu annules ta course de rentrée, forcément tu culpabilises, puis les gens ils attendent que tu perdes comme je le disais, donc forcément j'ai culpabilisé et en fait pour enlever un peu cette culpabilité, bah, le lendemain je me suis dit: «Allez, je m'inscris à Houille, c'est bon, ça va aller» et en fait je me suis inscrit un peu sur un coup de tête sans forcément réfléchir à si ça allait mieux, ouais. si j'étais prêt mentalement, si Si j'étais tu prêt étais dans les bonnes physiquement. C'était dispositions, plus une rustine pour dire: «Voilà, c'est bon, je m'inscris à Houille, ça va le faire et tout» et j'ai mis de côté, finalement, mes sensations et mon état de forme et pour moi, ça a été une erreur, parce qu'au final, bah, je me suis rendu compte, 2 jours plus tard, que c'était juste une impulsion et plutôt une rustine, ouais, pour, enlever cette culpabilité et je me suis rendu compte, ouais, 2-3 jours plus tard que j'étais pas prêt non plus pour Houille, quoi. ouais. Enfin, c'était juste la semaine suivante et je commençais juste à peu près à retrouver des sensations, à aller mieux aussi, mentalement, à reprendre confiance, tout ça et du coup, c'est aussi pour ça que je suis pas allé à Houille. En plus, c'était compliqué pour moi d'y aller, tout ça. Mais c'était un peu, ouais, une décision sur un coup de tête et j'aurais pas dû.
Et au final, voilà, j'en ai tiré des enseignements de tout ça et je me suis dit: «Bah, maintenant, non, si je prends pas de dossard en décembre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai la prom qui est prévue au mois de janvier. Écoute, écoute tes sensations, laisse-toi, Porte revenir en forme, reprendre confiance et on verra. Si je cours pas en décembre, c'est pas grave». J'ai un peu fait abstraction de tout ça et au final, bah, ça allait mieux, j'ai repris confiance, mentalement ça allait mieux, tout commençait à aller mieux physiquement et cetera Ouais, et du coup, bah, à quelques jours du 10 kilomètres de Thaon-les-Vosges, donc c'était ma course de reprise, oui, j'ai contacté l'organisation et là je me sentais prêt et bon, je savais que j'étais pas à ma meilleure forme, hein, parce que je sortais quand même d'une période un peu plus difficile. Mais là, je me sentais prêt et du coup, j'ai contacté l'organisation de Thaon et ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont offert un dossard, ils m'ont invité, tout ça, pour que je puisse courir et OK. du coup, j'ai fait ma reprise bah, ouais, dans les Vosges, à Thaon et franchement, ça s'est bien passé. J'ai fait une course où je suis arrivé sur la course, j'étais pas serein parce que, ouais, ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas pris de dossard. Pour moi qui prend beaucoup de dossards, Ah oui, c'est vrai avec le c'est vrai Kenya et tout, que ouais. ouais, 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 c'est vrai que, du coup, je savais pas trop où me situer au niveau de ma forme. Moi, au vu des dernières séances que j'avais fait, je pensais, être entre 29-30 et 29-45 ou 29-30 et 30 minutes, on va dire, juste un sub 30 quoi Ouais, et au maximum 29-30. Et au final, bah, je suis arrivé sur la course, j'étais avec Julien en plus, donc ça m'a permis un peu de décompresser, de pas trop être stressé. Les conditions étaient difficiles, il y avait un peu de vent, il faisait très froid et cetera, donc ça m'a permis aussi de me dire: «Bah, voilà, les conditions météo sont pas top, donc même si je fais pas un gros chrono, c'est pas grave». Parce qu'il y avait pas forcément les bonnes conditions pour perf et tout, donc mine de rien, ça m'a, rassuré aussi un peu, le fait que les conditions étaient pas ouf. ouais, Et au final, bah, la course, elle s'est bien passée. Les 2 premiers kilomètres, je suis un peu resté dans le peloton, enfin dans le pack de tête sans prendre trop les responsabilités comme j'ai l'habitude de faire sur les courses, parce que je savais pas trop où j'en étais. Enfin, premier gros kill, je vois que je suis bien, deuxième kill, je suis bien. Donc là, j'ai commencé à passer un peu devant parce que ça s'endormait aussi un peu au troisième kilomètre. Donc après passage en 14:45 au 5, donc j'étais content. Et là, j'ai commencé à reprendre confiance et bah, je suis content de ma course. Je fais deuxième, j'aurais sûrement pu la gagner, peut-être faire, dans les 29-30. Je fais 29-40 au final. Mais je me dis, j'ai été acteur de la course. ouais, ouais. J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai vraiment, donné le rythme un peu à la Tu as pris course, des tout ça. J'ai pris les responsabilités. responsabilités alors que j'étais pas au top de ma forme, donc je suis quand même content de la manière dont j'ai couru et d'avoir fait, j'étais un peu juste dans le finish parce que je pense que j'ai trop donné, j'ai fait un peu paceur de luxe pour les autres et au final, je me suis cramé à la fin. Mais voilà, content, au vu des conditions, au vu de la manière dont j'ai couru qui était pas très stratégique, content de faire deuxième en 29-40 et du coup, ça m'a vraiment redonné la confiance, là pour la prom, qui arrive, bah, dans 3 jours là, à l'heure où on se parle. Ouais. OK, OK. Bah, écoute, super intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas assez, je trouve, dans le milieu du sport en général, hein. Ouais, C'est l'aspect mental effectivement. ouais, ouais. On a tous on vit dans une société qui est pas simple, hein, dans tous les cas et on a forcément des hauts et des bas et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, notamment avec, bah, tout ce que tu fais à côté, hein, la Mmh. la la création de contenu plus la performance. Des fois, ça fait beaucoup et je pense que c'est une grosse preuve d'intelligence d'avoir su, rebondir en annulant Mmh les mh. courses au bon moment pour pas, bah, pas te griller pour la suite et ça, c'est vrai que, bah, voilà, je parle au nom de tous les auditeurs, hein. Pensez bien que quand il y a des périodes comme ça de down, bah, il faut se dire que c'est normal, que tout le monde en a Ouais, et il faut savoir surtout, bah, prendre les bonnes décisions c'est parce que ça. sinon ça peut avoir des grosses conséquences donc en tout cas, je pense vraiment, quoi, que tu as fait les bons choix, ça, c'est clair. Et justement, là, on va plus, bah, refaire un petit peu une petite auto-évaluation assez synthétique, pour conclure. Donc tu as parlé de ton séjour qui s'est plutôt bien passé.
l'après-séjour peut-être un petit peu moins. Justement, si tu avais à réitérer l'expérience, comment tu procéderais? Quelles petites corrections, on va dire, tu mettrais en place? Peut-être pour éviter, même si c'est peut-être pas forcément possible, hein, mais éviter ce petit down que tu as eu au Mmh retour, peut-être le séjour qui s'est un petit peu trop prolongé sur la fin, mh. t'expliquer? Voilà, qu'est-ce que tu corrigerais, par rapport à tout ça? Bah, ouais, je pense que 4 semaines, déjà, ça peut être bien de réduire un peu La durée, la durée, parce que c'est vrai que la dernière semaine, c'était vraiment dur. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu mis dans le jus, quand je suis rentré. Donc peut-être faire une période un peu moins longue. Après, peut-être aussi, faire un entraînement qui correspond plus à mes objectifs, plus post-stage. spécifique, Parce que là, j'ai vraiment fait, ouais, j'ai suivi le plan de Max et du coup, j'ai fait beaucoup de spé marathon, alors que je prépare un 10 au final. Bon, ça me servira forcément, pour hein, la suite, c'est sûr. mais voilà, après, encore une fois, comme je te le disais au début du podcast, bah, de toute façon, moi, c'est mon premier stage, donc il faut toujours faire les choses une première fois pour, en tirer des leçons, des apprentissages et je sais que j'en referai d'autres des stages et bah, justement, je prendrai l'expérience que j'ai eue de mon premier stage pour pas réaliser les mêmes erreurs et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance, en fait. Donc voilà, ça fait 10 ans que je cours et j'apprends encore des choses, donc ça, c'est beau, tu vois? J'avais jamais fait d'altitude et maintenant, je sais un petit peu comment ça marche et c'est vrai que je referai peut-être pas, ces petites erreurs. Peut-être que je partirai 3 semaines et demie, 4 semaines au lieu de partir 5 semaines. Heu, Peut-être que j'adapterai plus, mon entraînement aussi à mes objectifs comme je te l'ai dit. C'est des petits ajustements parce que sinon le reste, Oui, ça c'est ce que s'est j'allais plutôt dire, bien passé. c'est vrai que c'est pas grand-chose, tu as évité énormément Mmh, d'erreurs parce que, bah, tu as eu l'expérience, de tes 10 ans, hein, plus les personnes que tu as rencontrées sur place et je trouve que tu as quand même fait un super séjour globalement et c'est vraiment des petits ouais. ajustements, et justement, pour les années à venir presque, hein, comment est-ce que tu comptes gérer les séjours en altitude? Est-ce qu'il y en aura toujours maintenant systématiquement chaque année? Peut-être un ou 2 ou pas forcément? Comment est-ce que tu vas gérer tout ça? Ben, ouais, je pense que j'en ferai. Après, j'irai peut-être pas au Kenya tous les ans. Bon, après, je sais pas de quoi l'avenir est fait, comme on dit, mais je pense que je vais essayer Font-Romeu prochainement, là, peut-être cet été, pour préparer les championnats de France de semi-marathon. J'irai bien à Font-Romeu au mois d'août, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est Donc peut-être un peu plus c'est simple, déjà plus proche et c'est moins contraignant au niveau du voyage. Donc peut-être ça, puis j'aimerais bien aussi tester, le fait de courir directement parce que là, tu vois, oui, direct, je pense que c'est bête, mais j'aurais couru directement à ma redescente, bah, je pense que j'aurais fait un chrono énorme parce que 2 3 jours après ma redescente, j'étais vraiment en forme. tu sentais Je l'ai vraiment la senti, forme, ouais, ouais. ouais, ouais Ouais, comme quoi, ouais, et c'est un peu après où ça s'est compliqué ça s'est dégradé, ouais. et je pense que j'aurais pas dû attendre les 15 jours. J'aurais dû courir tout de suite et je pense que si j'avais couru tout de suite, j'aurais peut-être fait sub 29. OK, Après, ouais, je peux donc pas le savoir, hein, on refait pas le monde, mais je l'ai pas fait, mais non, mais je c'est pense bien pour la que prochaine fois, je ouais. pense que la prochaine fois, pour éviter ce coup de mou, tu vois, bah, Ouais, je pense que j'aurais couru direct. Bah, déjà, tu restes dans un moule où tu te dis: «J'ai fait mon dans le stage, je moule, cours direct», focus tout de suite, ouais. tout est clôturé, tu vois? Après, tu te reposes. Alors que là, j'ai fait mon stage, je devais encore attendre 15 jours et c'est là où ça a été Tu as eu le compliqué. temps de gamberger un Voilà, ouais. peu mentalement, ouais, je comprends. Et donc, ouais, je pense que le prochain stage, je ferai en sorte de courir directement et Ouais, de pas attendre, à mon retour, ça, c'est certain OK. et voilà et ouais, peut-être ajuster, comme je disais, la durée et les entraînements, ouais. OK, OK. Ouais, non, mais ça, c'est vrai qu'on en parlait en off et je trouve que c'est ultra compliqué de savoir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on doit courir tout de suite après au Mmh. risque d'être encore un petit peu fatigué ou au contraire très en forme? Est-ce qu'on attend et puis le pic il Ouais. passe? Donc Bah, après, de toute façon, si tu cours directement après, ce qu'il a fait Max, par exemple, si tu cours directement après, il faut faire ton affûtage au Kenya, en fait. voilà, tu as En 6 000 fait, au il faut Kenya, voilà. tu fais ton Moi, vu que je savais que je courais 15 jours après, ma dernière semaine, elle était quand même tu as grosse quand même resté haut, ouais. et c'est peut-être aussi ça qui m'a fatigué après parce que, bah, tu fais une grosse semaine, tu as le vol. Moi, je dors jamais dans les avions, en plus, donc tu te tapes une nuit blanche, donc ça te Ouais, rajoute de donc la fatigue, donc voilà. Alors que si tu fais ton affûtage au Kenya,
Tu Tu le truc. Si tu as un peu de budget, tu prends une business, comme ça tu peux dormir dans l'avion. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, ouais, c'est ce qui fait la bêtes, différence, ouais. mais voilà, tu fais des trucs comme ça et tu cours directement mais ouais, si, en tout cas, vous voulez courir dans les 2 3 jours après le Kenya, il faut vraiment faire son affûtage au Kenya et le mieux, c'est si on n'arrive pas à dormir dans l'avion, c'est voilà, c'est mettre le budget dans la business et essayer de dormir dans l'avion. Comme ça, on évite une nuit blanche, quoi. Voilà. OK, bah, écoute, top. Je pense que c'était important de faire cette petite, auto-évaluation pour toi, Ouais, ouais, carrément. pour la suite. Bah, là, il me reste plus qu'à te souhaiter, beaucoup de courage pour cette nouvelle année, Ouais. 2025 et justement, si jamais, c'est pas encore top secret, si tu peux nous annoncer un petit peu le début, tout du moins, Mmh, de ta saison. Donc on sait qu'il y a la prom qui arrive avec, j'imagine, dans mmh. la ferme intention pour toi d'aller casser les 29. Tu vas nous dire un petit peu comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que ça sera peut-être un peu plus tard dans la saison? Enfin, Ouais. comment tu vois les choses? Peut-être une montée sur semi? Bah, là, à la prom, clairement, je pense pas que j'ai le niveau pour, passer sous les 29 dans le sens où là, j'ai démarré avec un nouveau coach, un nouveau cycle, ça fait 2 semaines. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je sens que c'est un coach qui me correspond bien Ouais, et je pense que je vais progresser avec lui. Je pense que je vais le casser le 29 avec lui, c'est sûr, je suis déterminé. Mais je pense que là, c'est trop tôt. C'est encore trop tôt, clairement, je j'ai discuté avec lui et moi aussi je commence à me connaître. bien Je sûr. pense qu'à la prom, je peux courir entre 29,15 et 29,20, donc on verra, hein, quand tu vas sortir le podcast, il y aura déjà le chrono. Mais je pense que voilà, je ferai pas mieux que 29,15, dimanche et franchement, si je fais 29,15 dimanche, je serai content, je serai à 10 secondes de C'est mon beau, ouais, ce RP que quand j'allais même. dire, tu te rapproches vraiment de Donc ça sera de bon augure, mais voilà, je pense que je peux courir en quoi qu'il en soit, je pense que je peux courir en dessous des 29,30 vu ce que j'ai fait à Taon et vu mes derniers entraînements et 29,15, 29,20, ouais, c'est vraiment ce que je vise, OK, donc on OK, verra. Après le planning, pour la suite, oui, je vais faire le semi-marathon de Barcelone en février. d'accord. J'y suis allé l'année dernière, j'ai bien aimé, c'est un bon parcours, bonne ambiance, bonne organisation. En plus, j'aime bien courir en Espagne, donc ouais, c'est prévu mi-février. Et puis voilà, après, c'est un peu flou. Je sais pas trop encore le programme. Je t'avoue que c'est un peu flou. Peut-être le 10 kilomètres de Cannes après Barcelone. Peut-être le semi de Paris début mars, mais c'est pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ferai les championnats de France de 10 kilomètres. Donc voilà, normalement c'est à Saint-Tropez. Il y a ces deux, trois rumeurs, rien d'officiel pour l'instant, mais normalement c'est le 30 mars à Saint-Tropez. On verra si ça se confirme, mais ça semble se diriger vers là. Donc ouais, ça sera un gros objectif pour moi, comme d'hab, les championnats de France de 10. Et, et après, le sub 29, ouais, je sais que beaucoup de gens attendent que je le fasse, moi aussi. Mais voilà, faut trouver le bon moment, la bonne Ouais, la bonne course. course, ouais. Peut-être que ça sera là au printemps, peut-être que ça sera l'hiver Ouais, faut pas prochain. trop se presser non plus, Mais en tout cas, je vais essayer au printemps. Je vais essayer de remonter la forme pour essayer de faire cette perf au printemps. Mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver la bonne course avec un pack. Et oui, c'est, voilà, faire sub 29 en solo, c'est dur. Donc il faut que je trouve la bonne course, le bon moment. Là, la prom, c'était ce qui était prévu, mais je suis trop juste. Donc va falloir que je retrouve une autre course où il y a un gros pack et on verra. Bon, en tout cas, je vais essayer. Moi, je lâche rien. Donc voilà, hein, je vais tout donner pour réussir cet objectif, quoi. Ouais, OK, bah, super. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ouais. le temps que tu m'as accordé. Je pense aussi que ça t'a peut-être permis, bah, de faire le point sur vraiment ton Mmh. séjour clôturé. C'est une page qui se tourne pour toi Ouais. et une nouvelle qui s'ouvre, hein, pour cette nouvelle année du coup et bah, je te souhaite en tout cas le meilleur. Je sais pas si tu as d'autres petites choses à rajouter avant qu'on se quitte? Non, bah écoute, merci à toi pour le podcast. C'était cool. Et puis peut-être qu'on se reverra pour un prochain Avec plaisir. prochainement. Et puis bonne année à tous ceux qui nous écoutent, hein. Si tu le sors encore en janvier, Oui, 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 c'est oui, toujours d'actualité. Donc ouais, merci à toi et puis, avec à une plaisir. prochaine alors. Avec plaisir. Bah, voilà, du coup, ouais, une bonne année à tous. J'espère que ce podcast avec Anthony vous aura plu, vous aura appris beaucoup de choses aussi, vous aura peut-être donné envie de partir en altitude, hein, qui sait?
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Anthony, hein, directement dans les commentaires et voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, salut! Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook, Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.